Le calendrier kémite ou africain, c'est le sujet du jour. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur votre média Africain TV, la chaîne qui est totalement dédiée à la diaspora africaine en France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur l'émission Rencontre littéraire Un homme son œuvre, Monsieur Pierre Nilon, qui est égyptologue, historien et théologien. Monsieur Pierre Nilon, bonjour. Bonjour et bonjour. Merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre parcours avant de rentrer dans le vif du sujet? Mon parcours, ça remonte à assez longtemps. Disons, je suis, à un certain moment de ma vie, étant originaire de la Guadeloupe, il s'est posé la question sur l'identité des Antillais. Sommes-nous Antillais? Sommes-nous Français? Sommes-nous Africains? Et donc, il y avait le prix, comment on appelle, le roman Texaco. Non, bien avant, il y a eu Éloge à la créolité. Oui. Donc, il était question de nous proposer l'identité créole. Et en cherchant le mot créole désigne une personne blanche, de pure race blanche, née dans les colonies. Donc, visiblement, c'était pas mon cas. Ça correspondait pas. Et donc, comme j'étais théologien, en tant que théologien, j'ai pris la Bible, qui était à l'époque mon livre de référence. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 10, si j'ai bonne mémoire, il est dit que Noé avait 3 fils. Donc, chaque fils, Sem, Japheth et Cam, représentent les 3 continents connus de l'Antiquité, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Donc chaque fils était l'ancêtre d'un continent. Et pour le continent africain, c'était Cam. Et donc par rapport aux recherches de Cheikh Anta Diop, je me suis dit, le nom le plus ancien attesté est le nom Cam. Donc j'ai inventé le concept de la camitude, qui était une alternative qui proposait aux Antillais de se dénommer Kémite. D'accord. Voilà. Et ça, c'était... C'était dans les années 90. Voilà. Donc, depuis 90, il y a des Noirs qui se disent Kémite. Et à Paris, il y a eu Sékou Manga qui avait créé l'association Mooncam. Parce que Moon, chez nous, signifie personne. D'accord. Donc, ça signifie personne originaire de Cam. D'accord, oui, c'est logique parce que quand on dit Mountou... Oui. Oui, ok. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé déjà à faire des recherches approfondies? Parce que moi, j'ai franchement passé des jours et des jours à décortiquer ces calendriers dont j'ai entendu parler depuis très longtemps. Je sais que c'est du lourd, comme le disent les jeunes. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à vous investir là-dessus? En tant qu'égyptologue, je travaille déjà sur la vocalisation. C'est-à-dire, l'égyptien ancien, c'est une langue, disons, on va dire pour certains, consonantique. Donc, on ignore les voyelles. On peut les retrouver à travers le copte, qui est l'aboutissement, mais aussi l'égyptien au colloque du Caire a été reconnu comme une langue africaine. Donc, on disait, oui, en 1974. Avec la conférence de Cheikh Anta Diop. Et donc, il était logique de lui trouver des langues cousines en Afrique. Donc, il y a le Peul, le Soninké, enfin, toutes les langues, puisque la tradition africaine dit qu'une fois que les Noirs ont quitté l'Égypte, ils ont été en Sénégambie. Il y a eu 6 migrations. Sénégambie, c'est situé où? Oui, c'est le Sénégal, la Gambie, quoi. C'est vraiment l'Afrique de l'Ouest. Oui. Mais entre l'Égypte et le Sénégal, la Gambie, il y a quand même un trajet. Donc, en quittant l'Égypte, ils ont laissé des ramifications un peu partout. Et donc, à travers les langues parlées dans cette région, on peut reconstituer l'égyptien ancien. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'a poussé à étudier le calendrier? On vit en Europe. Donc, actuellement, c'est le calendrier grégorien. On pourrait revenir là-dessus. Mais il y a différentes communautés et chaque communauté a son propre calendrier. C'est-à-dire, on est en France. On s'aperçoit que vers le 12 janvier, les Maghrébins, les Berbères, ils fêtent ce qu'on appelle Yenaya. C'est-à-dire, le mot signifie janvier, c'est le nouvel an. Donc, ils ont gardé le calendrier julien où le nouvel an commençait vers le 12 janvier. D'accord? Vous avez les Indiens, ils ont leur calendrier. Les Chinois aussi. Vers le 5 février, c'est le nouvel an chinois. Et donc, ma femme qui est de l'Algérie me posait la question, elle m'a dit, mais toi qui fais des recherches, c'est quoi le nouvel an des Noirs? D'accord. Donc, ça, on était dans les années 2018, comme ça.
Et là, je lui ai dit, ben, on a un calendrier. Donc, ça m'a poussé à faire des recherches pour essayer de collecter déjà tous les documents antiques, les témoignages sur le calendrier. Et après, m'intéresser à l'astronomie, parce que c'est un calendrier qui est basé aussi sur les astres. Et le calendrier égyptien, ça relate la vie des Égyptiens. Parce que justement, c'est là où j'allais revenir. Entre le calendrier julien, je pense que en fait, le calendrier grégorien, je veux dire, qui est une continuité du calendrier grégorien. Julien, pardon, oui. Et qu'on sait aussi que le calendrier julien est une continuité du calendrier kémite. Oui. C'est quoi la différence entre les trois calendriers? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, Hérodote le dit, tous les peuples ont un calendrier, mais le calendrier le plus juste à l'époque, c'était le calendrier égyptien. Mais du fait que l'année bissextile, il s'est opéré ce qu'on appelle la dérive de Sothis ou Sirius, qui est une étoile. Les Égyptiens observaient cette étoile. Le Sirius B, c'est ça? Et donc, ce qui s'est passé à l'époque de Ptolémée, on est en 238, c'est le décret Canopte, le document qui en parle. Par rapport à la dérive de Sirius, les dates ne correspondaient pas. Donc, ce n'est pas Jules César, mais d'abord Ptolémée qui a instauré l'année bissextile. Et Jules César, quand il arrive en Égypte... Alors, j'aimerais bien... j'aimerais bien une précision. Quand on parle de Ptolémée, c'est après le règne des Noirs pharaoniques, c'est ça? Oui, tout à fait. Puisque Alexandre le Grand arrive, il prend le pouvoir, il meurt, et le général Ptolémée est placé en Égypte. Voilà. Et après, on a toute la descendance des Ptolémées, dont Cléopâtre fera partie. Et donc, ce qui s'est passé au IIIe siècle, en 238, le pharaon Ptolémée III va faire ce que je pourrais appeler une réforme calendaire. Donc, il va donner un calendrier où il y aura un sixième jour rajouté aux 5 jours épagomènes que fêtaient les Égyptiens. Donc, c'est ça le début du calendrier bissextile. Jules César, par la suite, quand il passe en Égypte, il va demander à Sosygène, qui est un Égyptien de culture grecque, de transformer le calendrier républicain des Romains pour adopter par rapport au calendrier égyptien. Donc, dans les manuels, on va nous dire que c'est Jules César qui invente le calendrier bissextile, mais ce n'est pas lui. Dans les faits, il va simplement le transposer en Europe. D'accord. D'accord. Et là, par rapport à ce calendrier, parce que le but d'un calendrier, c'est s'aligner par rapport aux saisons. Au bout d'un certain temps, on va s'apercevoir, à l'époque du pape Grégoire, on est en 1580, 82, et on va s'apercevoir qu'il y a une dérive. Et donc, il va réformer le calendrier julien. D'accord. Pour donner le calendrier grégorien, qui est actuellement le calendrier le plus précis. Ça, il faut le dire, c'est le calendrier le plus précis. Et c'est pour ça que tout le monde utilise ce calendrier. Et à côté, on va utiliser différents types de calendriers. Par exemple, à la fin du mois de février, début mars, ça va être le ramadan pour les musulmans. Oui. Mais ça, c'est basé sur le calendrier arabe. Oui. Donc, c'est le 9e mois. Donc, si on remonte, 9 mois auparavant, c'était le nouvel an musulman. Mais ils savent très bien, il y a la correspondance par rapport au calendrier grégorien. Et quand on parle du nouvel an kémite, c'est situé quand justement, c'est ce qu'on va voir. C'est situé au solstice d'été. Je sais qu'il y a un débat là-dessus, parce qu'il y en a qui parlent du 19 juillet, il y en a qui parlent du 3 août. Toutes ces dates sont vraies. Pourquoi je dis sont vraies? Parce qu'à un certain moment, ça l'a été. On reviendra là-dessus. Alors, moi, j'ai envie de savoir, par exemple, la structuration du calendrier kémite. Parce que, première remarque, c'est que je vois qu'en fait, vous avez écrit des mots pour décrire les mois, les saisons, avec des médiunataires. Des médiunataires, c'est ce qu'on appelle les hiéroglyphes en grec antique. Alors, expliquez-nous la structure, vraiment, en fait, comment c'est structuré le calendrier africain. Le calendrier, ici, il y a 4 saisons. D'accord. Mais en Égypte, il y avait 3 saisons. C'est quoi la différence, alors? C'est que, c'est comme aux Antilles, je pourrais dire qu'il n'y a qu'une saison. C'est ce qui fait tout le temps beau. Donc, il n'y a pas d'hiver chez nous. Il n'y a pas de printemps, il y a simplement des fois la saison sèche où il pleut plus ou moins. En Égypte, les Égyptiens ont divisé en 3 saisons. Il y a d'abord l'inondation. Après, il y a une saison, c'est la crue du Nil, c'est l'inondation, donc le nouvel an. Après, il y a une saison où ça va être la décrue.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est là que c'est intéressant, c'est que quand on étudie l'égyptien ancien, c'est des squelettes consonantiques. Et donc, quand on met des voyelles ou quand on prononce, c'est une langue aussi atonale, qu'on prononce d'une certaine façon, ça change le mot. C'est comme en wolof. Il y a des voyelles longues, des voyelles courtes. Il y a le mot nit, je crois, qui signifie éclairage. Il y a niit, qui signifie homme, ou l'inverse. Donc, suivant la façon on va prononcer, donc au niveau squelette consonantique, ce sera toujours le N et le T. Il y aura toujours un I, mais suivant que le I, la voyelle I soit longue ou courte, ça change le sens du mot. En égyptien, on a la même chose. Et donc, par exemple, le mot qui signifie décru, ce mot-là aussi signifie semaille. Semaille. Oui. Et pareil aussi pour le mot qui va signifier récolte, ça a aussi la signification de chaleur, d'impôt. Et ça a beaucoup de sens. Donc, je ne sais pas comment on peut structurer. On peut commencer par la première saison, décortiquer. Qui s'appelle Sourat. Sourat, en fait, moi je le dis en Wolof. Oui, en Wolof, ça signifie inondation. Après, bon, dans d'autres, parce que l'égyptien, il y a plusieurs façons de lire. Il y a la version qu'on va dire Aket. Ça, c'est la convention européenne. La saison d'Aket, c'est l'inondation. Mais on peut aussi lire autrement. Ça dépend si le T, on considère comme une voyelle ou déterminatif du féminin. Donc, on peut aussi lire Ake, qui est un mot qui signifie fournaise, four, qui renvoie à l'été, au solstice d'été. À la chaleur. À la chaleur, d'accord. Oui. Et donc, ça, c'est la première saison. Ça, c'est Soukat, la première saison. Et chaque saison, en Égypte, comporte 4 mois. Oui, c'est ce que je vois là, Oubiren, oui, chaque mois comporte 30 jours. Donc, ce qui veut dire qu'une saison, c'est 120 jours. 3 saisons à 120 jours, ça c'est des mathématiques, c'est 360. Et donc, après, à la fin, on va rajouter 5 jours pour avoir 365. Et la signification des mots, en fait des mois, puisque je sais que par exemple, quand on parle du calendrier grégorien, je sais que le mot août ou juillet... c'est par rapport aux empereurs romains. Est-ce que c'est pareil que le calendrier africain? Parce qu'il y a le premier mois qui s'appelle Oubiren. Oubiren. Donc là, ce que je tiens à préciser, c'est que j'ai pris le plafond astronomique de Sénémout. Donc, par la suite, les noms vont évoluer. Donc, sur certains calendriers, Oubiren correspond au mois de Thoth. C'est-à-dire quand on va prendre, par exemple, le plafond astronomique du Ramesséum, eux, ils ne vont pas mettre Oubiren. C'est qui Sénémout? Je ne m'y connais rien, je suis milliard de l'égyptologie. Sénémout, c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque de la reine Hatshepsouf. Donc, c'est un fonctionnaire. D'accord. D'accord. Et à l'époque de Ramsès, par exemple, ils ne vont pas mettre Oubiren, parce que Oubiren signifie l'ouverture de l'année. Donc, ils vont dire Upu Rompe. Aussi. Oubiren. Mais c'est fou parce que moi qui parle le Wolof, Oubi c'est ouvrir, Ren c'est l'année actuelle, l'année courante. D'accord. C'est exactement ça. Et donc, par la suite, on va simplement dire le mois de Thoth, sachant que Thoth, c'est l'ouverture de l'année. Donc, pour les Égyptiens, on pouvait trouver les deux. D'accord. D'accord. Et là, à ce moment-là, il y a des fêtes, des célébrités, des cérémonies par rapport au Nouvel An. C'est Oubiren, le mois Oubiren. Oui. Est-ce que on fêtait à l'époque la fin des récoltes ou ça n'a rien à voir? On aura l'occasion de revenir. Tous les Africains fêtent ça. Oui, on fêtait aussi, on va le voir tout à l'heure. D'accord. Et donc après, on a un autre mois qui va s'appeler Taki. Bon, je sais qu'en soninké, ils disent Tikri. Tikri. Oui, parce qu'ils ont la lettre K qui prononce Re. Donc, et ça signifie le fait de boire, d'être ivre. Donc, à ce moment-là, les Égyptiens, ils faisaient la fête de la bière. D'accord. Donc, ça existait déjà. Ah oui, ça c'est clair, oui. Et après, on a un autre mois qu'ils vont appeler Mankitu, qui signifie finaliser les projets. Parce que ce qu'il faut savoir, pendant 4 mois, ces 4 mois, c'est l'inondation. Le Nil a débordé. Donc, les gens, ils vont pas travailler. Parce que c'est une société agraire. C'est basé sur l'agriculture. Mais tant qu'il y a l'inondation, on ne peut pas pratiquer l'agriculture. Donc pendant 4 mois, ils vont philosopher. Ça explique pourquoi les Égyptiens, ils étaient très avancés. Ils vont observer la nature, ils vont réfléchir au sens de la vie, ils vont aussi faire des projets de mariage. Donc c'est dans cette période qu'ils vont tout finaliser. D'accord. Voilà. D'accord. Après, vous avez l'autre mois, le 4e mois. Attar. Attar ou Hathor.
D'accord. C'est un rapport avec la déesse Hathor? Oui, c'est exactement ça. Parce que c'est composé de 2 mots. Il y a le mot At, Odo, Odi, tout ça, ça signifie habitation, résidence. On trouve ça en poulard, par exemple, Odo. Et Ar ou Or, ça signifie Or, c'est la tête en poulard. Mais Ari, c'est Dieu aussi en soninké. Avant de dire Allah, on avait nos propres noms. Et donc, quand un soninké il dit Ari, c'est Dieu. Donc, c'est Horus. Ari, Horus. Oui. Et c'était la déesse de l'amour. Donc, on pouvait faire des projets, demander une jeune fille en mariage. C'était propice, c'était le mois propice à cela. Mais quand vous parlez de Horus, c'était Horus l'Ancien ou Horus le fils d'Isis et Osiris? Là, c'est Horus, le fils d'Isis et d'Osiris. D'accord. Horus l'Ancien, on verra par la suite. Ça marche. Après, on a la 2e saison. Ah oui, comment ça s'appelle? Père? Père, qui signifie reflux, on m'a dit en Wolof. Mais en soninké, ils vont dire follow, c'est la décrue. Mais en même temps, ce mot-là, en copte, ils vont dire péro, qu'on va traduire, que ça va désigner l'hiver. Donc déjà, ça permet, par rapport à notre calendrier, de savoir que cette saison correspond plus ou moins à l'hiver d'ici. D'accord. Et ce mot-là, péro, en Somalie, le P devient B. Béro. Donc ils vont dire béro, qui signifie semaille. Parce que c'est l'activité que les agriculteurs vont pratiquer durant cette saison. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, c'est une saison où les températures sont plus basses, l'hivernage, et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont faire les travaux pénibles pour éviter de transpirer. D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on disait partout ailleurs, pratiquer l'agriculture, c'était pénible, alors qu'en Égypte, c'était facile. Parce qu'ils le faisaient à un moment où, physiquement, c'était moins éprouvant. D'accord. Ouais. Et la configuration du pays le permettait aussi. Oui. Et donc, quand on regarde ce mois-là, on a le premier, cette saison, on a un mois qui s'appelle Kaorka. Kaorka. Oui. Ce mot-là, ça va évoluer pour donner Korka. Korka. Oui. Et on a un mot en poulard qui signifie jeûne, le fait de jeûner, carême. Oui. Mais ça, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Antiquité, quand on jeûnait, c'est par rapport à une mauvaise nouvelle, généralement un enterrement. Et ça, on le voit même à travers, pour ceux qui ont une connaissance biblique, quand on recevait une mauvaise nouvelle, on jeûnait. Ah, ouais. D'accord. Ah bah ça, j'apprends quelque chose. Oui, le jeûne, ça n'a jamais été synonyme de joie. C'est-à-dire même, par exemple, les gens qui vont faire le ramadan, qui vont faire des choses, le jeûne, c'est toujours par rapport à une mauvaise nouvelle. Oui. Et donc, ce mois-là, il y a quelque chose qui se passait, c'était l'une des plus grandes fêtes d'Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le mois en question, Kaorka. Oui, c'est un mois qui est à cheval qui commence le 22 octobre et qui va jusqu'au 20 novembre. Donc une bonne partie, vous voyez par exemple, le 1er novembre va tomber le 11 de ce mois-ci. Parce que moi, je n'ai pas compris aussi comment ça se fait que dans un mois, on a octobre et novembre en même temps, dans un même mois du calendrier africain. Parce que dans le calendrier africain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie d'établir une correspondance. Et dans toutes les langues d'Afrique, je dis dans toutes les langues, le mot qui signifie « mois » signifie en même temps la lune. D'accord. Je suis sûr, si vous faites l'exercice en Wolof, le mot qui signifie la lune, c'est quoi? Dans votre langue? Je suis perdue. C'est pas wer? Wer. C'est la lune aussi. Wer, effectivement. Ouais. Dans toutes les langues. Et en égyptien, ça explique pourquoi, quand vous voyez sur le calendrier, il y a le croissant de lune à tous les coups. Après, il y a un bâton, le 1, 2, 3, 4. Donc, c'est les mois. Donc, le mot mois est synonyme de lune. Et comme ce qui donnait le début du mois, c'était la nouvelle lune. Et donc, des fois, ça ne tombait pas forcément le premier du mois grégorien. Il y avait un décalage. C'est comme pour le ramadan, c'est un calendrier lunaire. Donc, les musulmans, ils sont obligés d'observer la lune et de dire, ben, cette année, le ramadan tombe tel jour. Le ramadan, je crois que cette année, ça va tomber le 1er mars. C'est une coïncidence. Bientôt, oui. Mais ça ne veut pas dire que ça doit
tomber systématiquement le premier du calendrier grégorien. Des fois, ça peut tomber le 15 mars, ça peut tomber au juillet, en août, ça dépend, puisque c'est des calendriers qu'on essaie de faire une corrélation entre les calendriers. D'accord. Donc, c'est pour ça que le mois de Kaoka va commencer pas le 1er octobre, mais le 22. D'accord. Et sauf Bouddha, non, on va continuer sur ce mois-là. D'accord. J'espère que le temps nous permettra. Oui. Ce mois-là, il y avait l'une des plus grandes fêtes en Égypte, qu'on appelle la Passion d'Osiris, ou le mystère d'Osiris. Ça, j'en ai entendu parler. Oui, c'est au mois de Kaoka. Qu'est-ce que c'est que la Passion Donc, c'est la mort d'Osiris. On va célébrer la Passion d'Osiris. Que les chrétiens, par exemple, ils appellent ça la Passion du Christ, au mois d'avril. Eh bien, nous, ça existait déjà. Ils n'ont fait que reprendre une cérémonie africaine, la Passion d'Osiris. Et donc, c'était durant ce mois-là qu'on fêtait la mort d'Osiris. Et là, pourquoi c'est intéressant, c'est que ça correspond à la fête des morts, la Toussaint chez les Européens. D'accord. Donc, ils ont calé leur fête par rapport à des fêtes que nous, on faisait déjà. Donc, c'est intéressant de le savoir. Après, le mystère d'Osiris, pourquoi on parle de mystère? C'est que dans notre religion, il y avait des cérémonies publiques qu'on pouvait en parler. Après, il y avait des cérémonies qui étaient cachées. Donc, le mot mystère en grec signifie ce qui est secret, ce qui est caché. C'est dans le cadre de l'initiation. Donc, ça explique pourquoi on ne peut pas tout dire publiquement. Il y a des choses, c'est réservé pour les initiés. Bien sûr. Et donc, dans le mystère d'Osiris, il y avait des fêtes que tout le monde faisait, mais il y avait des cérémonies réservées pour les prêtres. Le folklore, tout le monde a accès. Mais oui, tout le monde a accès. Pour le secret qui est sacré. Oui, voilà. C'est pour ça que chez nous, on parle d'initiation. Les anciens, quand ils parlaient de nos coutumes, ils disaient religion à mystère, c'est-à-dire réservé à l'initiation. Ok. Voilà. L'autre mois, ben c'est Souf Bouddha, c'est juste un mois où les gens, le Bodhi, c'était le blé. Donc il y avait des fêtes où on plantait le blé. Oui. Voilà. Donc parce que le blé c'est important en Égypte. C'était l'alimentation de base. Jusqu'à présent, je pense que c'est important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le blé, on ne peut pas planter le blé n'importe où. Il faut un climat, il faut une certaine température, et il faut que ça reste environ 100 jours. 100 jours. Oui. Ça explique pourquoi le blé, c'est plutôt dans l'hémisphère nord. L'Égypte, c'est dans l'hémisphère nord. Il y a beaucoup de pays d'Afrique, c'est l'hémisphère nord. Parce que souvent, quand on entend l'hémisphère, le nord, le sud, on a l'impression le nord, c'est les Européens, et nous, c'est le sud. Non, on a une bonne partie de l'Afrique. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que parfois, je vois la carte de l'Afrique qu'on a inversée et qu'on me dit que c'est la bonne position? Oui, il y a ça aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le globe, peu importe qu'on l'inverse ou pas, il y a l'équateur, c'est le milieu. C'est ce qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Bon, peu importe. Mais quand on regarde, l'Égypte, c'est l'hémisphère nord. D'accord. Le Mali aussi, il y a beaucoup de pays, je crois même le Sénégal, puisque l'équateur, c'est au niveau du Congo, la Tanzanie, les grands lacs. Si on prend le planisphère, ces pays-là, ils sont situés dans l'hémisphère nord. Donc, c'est un contresens quand on parle de nous comme étant l'hémisphère sud, parce qu'on est aussi l'hémisphère nord. C'est fou, ça. Oui. Après, il y a un autre mois qui est intéressant. C'est le 3e. Oui. Raklak. Oui, mais en égyptien, tout comme dans beaucoup de langues, le R devient L. Et donc, eux, ils vont dire lac. Mais dans les autres documents, il y a 2 mois qui ont le même nom. Donc, pour les distinguer, dans les autres documents, ils vont rajouter Wara, qui signifie le fait d'être au-dessus, d'être grand. Et donc, quand on va parler de Rak Wara ou Lac Wara, ça signifie les grandes chaleurs, brûlures. C'est le fait de brûler, de griller. Mais c'est fou parce que on va quand même pas monopoliser la langue wolof, mais moi, dans la langue wolof, quand on dit lac, c'est brûler aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que ça, c'est un mot d'origine égyptienne ou c'est un autre mot? C'est le même mot. D'accord. Oui, parce que bon, beaucoup de peuples, au début, je vous ai dit, quand les anciens Égyptiens ont quitté l'Égypte, ils ont été en Sénégambie. Donc, Sénégambie, on dit Sénégambie, c'est le Sénégal, la Gambie. Donc, là-bas, quelle langue qu'on parle? On parle le Wolof, on parle le Soninké, on parle le Mandinka, on parle le Sérère. Donc, dans toutes ces langues-là, vous allez retrouver tous les mots d'Égypte. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut être un bon égyptologue, c'est pas l'arabe ou l'hébreu qu'il faut étudier, ni le grec. Il faut qu'il aille au Sénégal. Et il étudie toutes les langues du Sénégal et il comprendra l'Égypte. Parce que moi, je connais quelqu'un, excusez-moi de citer son nom, Dibomba Rimbak, dont sa spécialité, c'est sur en fait l'origine commune ou la racine commune des langues africaines. Oui, la pensée analytique, oui. Ouais. Tout à fait.
D'accord. Et donc, pour le premier mois, qui va comporter le plus de jours par rapport à ça, donc ils vont l'appeler Lakwara. Et par contre, l'autre mois, qui s'appelle toujours pareil, dans les autres documents, ils vont rajouter le mot Desit, qui signifie Desit. Desit. Oui. Qui signifie ce qui reste, ce qu'il manque. C'est encore un mot Wolof. C'est dingue ça. Desit, ça veut dire la même chose. Reste dans ma langue maternelle, le Wolof. Desit. Oui. Et là encore, c'est intéressant. C'est que ce mot-là est représenté par un petit oiseau en égyptien. Là, bon, sur ce document, il n'y est pas parce que sur le plafond astronomique de Sénémout, il n'y était pas. Mais sous les autres documents, on voit cet oiseau. D'accord. C'est un petit oiseau. Et il se trouve, pourquoi cet oiseau? Parce qu'au niveau du squelette consonantique, c'est exactement le même squelette consonantique que ce mot-là. Sauf qu'à la place du E, ils vont mettre un A. Et en serreur, c'est un petit oiseau qu'on appelle le merle. Merle. Ouais, c'est un petit oiseau noir. Donc ça, c'est typique des langues sénégalaises. OK. Donc ce qui prouve que c'est exactement la même chose. Ensuite, là, on a la 3e saison. Oui. Qui s'appelle Soum. Soum. Oui. Et qui veut dire? Le mot signifie, il y a plusieurs sens. C'est toujours, comme disait la pensée analytique, le squelette consonantique en fonction de comment on prononce voyelle longue, voyelle courte, ça change. Mais Soum, ça signifie récolte. Okay. Donc en mandingue, ils vont dire Souma ou Souman. Parce que le A devient nasillé dans certaines régions, donc ça signifie récolte, la moisson. D'accord. Donc puisqu'on a planté, il faut récolter. C'est le proverbe, on récolte ce qu'on a semé. Exactement. D'accord. Et comme c'est du blé, donc généralement c'est le blé. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier mois, mais en même temps, le mois signifie taxe, impôt, tribut, le fait de payer quelque chose. Le premier mois de la 3e saison dont on parle. Non, la signification de la saison. D'accord. Ça signifie récolte, mais en même temps, ça signifie impôt. Donc, c'est déjà tout un programme, puisque l'Égyptien, il sait que quand il récolte, c'est-à-dire le blé, c'est la paye, son argent. Il faut qu'il paye les impôts. Même ici, quand on parle d'argent, on dit « est-ce que tu as du blé ?» Oui. C'est resté l'expression. Et on sait, bon, après on verra ça tout à l'heure en développant, le premier mois s'appelle Renouti. Renouti. Oui, ça a une signification. Ce qui veut dire? Parce qu'il y a le mot ren dedans qui est la racine. Donc on est déjà dans le domaine de la récolte, la racine. Mais en même temps, Renou en Peul, ça signifie surveiller, garder. Le fait de protéger, de surveiller, par exemple, un enfant, des trucs comme ça. Et même, ça signifie aussi allaiter. Et donc, ce mois-là, il y a une grande fête par rapport à une déesse qui est représentée sous forme de cobra. Pourquoi? Parce que les déterminatifs du serpent, du cobra, c'est déterminatif de tout ce qui est déesse. C'est-à-dire quand vous écrivez les noms, que ce soit Athos, Sekhmet, Isis, comme déterminatif, on aura la galette qui est le thé déterminatif du féminin. Pour une divinité femme, il y aura le cobra. Et après, on aura l'œuf, parce que les femelles qui portent les œufs. D'accord? Et donc, c'est une déesse représentée par ce cobra qui avait comme fonction d'avaler les rongeurs. Donc, en les avalant, ça protégeait la récolte. Oui. Et donc, pendant ce mois-là, on faisait des cérémonies à cette déesse. D'accord. Des rituels, des offrandes. De reconnaissance. Et son fils s'appelle Népri. Ou Napri aussi, parce qu'il y a plusieurs façons. Chez les Dogons, on l'appelle Napolo. Et ça signifie la graine. Parce qu'elle protège les récoltes, donc elle protège la semence, quoi. Voilà. Après, on a l'autre mois qui s'appelle Konsu. Donc, oui, c'est un mois. Konsu, c'est une divinité lunaire. Pierre, je suis désolée de vous couper. Nous allons passer à la pause découverte. Et dans cette pause, j'ai le plaisir de recevoir Madame Astrid Sive-Sanker, actrice, réalisatrice et productrice. C'est maintenant. Ça y est, nous sommes à la pause découverte et j'ai le plaisir de recevoir Astrid Sive-Sanker, qui est actrice, réalisatrice et
Productrice. Et productrice, originaire de la Guadeloupe. Astrid, bonjour. Bonjour, Koudia. Alors, comment vous êtes venue l'idée de rentrer dans le cinéma? C'est facile, c'est difficile en tant que femme? Alors, déjà, ce n'était pas mon idée. Je n'étais pas du tout, je pense, hein, en tout cas dans mon enfance, pas du tout formatée pour pouvoir faire ce métier. Je ne pensais pas du tout que ce serait la conclusion du parcours. Oui. Aujourd'hui, je suis dans un parcours de 40 ans. 40 ans de métier. Le cinéma? Je suis passée par toutes les étapes. Donc, ma première expérience professionnelle, il faut le savoir, c'était devant la caméra en tant qu'actrice. J'avais tourné avec un réalisateur qui s'appelle Michel Reynette. Oui. C'était mon premier rôle. Je jouais le rôle d'une institutrice. Et puis, après, j'ai fait mes études et j'ai fait mon parcours universitaire. J'ai fait un master de management culturel, donc tout ce qui concerne le montage de projets, la direction de production, l'ingénierie culturelle. J'ai monté un centre culturel avec mon compagnon, époux Luc Saint-Éloi à Pantin. Ça a duré aussi quelques années. Et j'ai navigué pendant plus de 20 ans dans la production, la mise en œuvre de projets cinématographiques, théâtraux. Et, wow. Et en fait, j'ai pensé que je serais restée, disons, dans la sphère de la production, mais non, la vie nous réserve beaucoup de surprises et j'ai réalisé rapidement 4 films. Oui, parce que c'est ce que je disais, qu'aujourd'hui, vous êtes très investi dans la réalisation. Oui, oui. Comment ça s'est passé, en fait, si je peux dire, la transition? La transition, d'accord. Oui. Je suis partie au cours Florent pour faire une formation en art dramatique parce que, bon, j'étais déjà actrice, j'avais déjà joué dans des films de Christian Lara, notamment, à plusieurs reprises, et je n'étais pas satisfaite de la manière dont ma carrière se développait. J'adore ça. Ça, c'est une femme, comme on dit chez nous, girl power, quoi. Yes, mais oui, quand on n'est pas satisfait, on refait les choses à sa manière. C'est-à-dire qu'il y a toujours des ambiguïtés et c'est un peu ce que j'essaie de développer dans le film dont on va parler qui s'appelle Respire profondément. C'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout est gris. Tout est fonction de la manière dont on s'empare des choses et de la manière dont on a envie de donner un cours à son existence sur cette terre. Et pour moi, je ne sais pas, en 2019, avant Covid, il s'est passé quelque chose qui m'a dit que non, je n'étais pas encore arrivée au bout. Et si jamais on devait mourir et si jamais on devait partir, moi, je n'étais pas prête à partir parce que je n'avais pas fini. J'adore. Et il fallait faire le travail. Et j'ai compris en faisant cette formation, avec les encouragements de un certain Armand Lameloise, qui est mon professeur de cinéma, qui m'a un peu poussée en me disant tu vas pas faire le film, faire le film par quelqu'un d'autre alors que c'est toi qui le portes, donc fais ton film. Et donc j'ai fait Street Side Before Then, qui est un long métrage. C'est votre premier long métrage? C'est mon premier long. D'accord. C'est mon premier. Parce que vous en avez fait 4, si j'ai bien compris. J'en ai fait 4 entre-temps. Oui. Enfin, j'en ai fait 3 autres et j'en ai fait en fait un chaque année à l'issue de ces années de formation où j'ai fait acting in English, j'ai fait théâtre, j'ai fait cinéma. Wow. Et en fait, disons que le trésor était déjà là, il fallait juste le découvrir et commencer à accepter et à entrer dans son chemin de vie, dans son parcours réel. Et bien entendu, je ne renie pas du tout ce que j'ai fait avant, au contraire. Je trouve que c'était... C'est une formation, c'est une continuité. Une préparation qui m'emmenait vers mon expression personnelle, vers mes ambitions et vers une façon aussi de raconter le monde parce que, bien entendu, en tant qu'artiste, je le vois à ma manière. Et justement, moi, j'ai bien aimé cette phrase, je ne sais pas si c'est le synopsis, oui. En fait, du film Pitch, qui dit « Et c'est au bout de la vie qu'on se rend compte de l'impact du choix fatal, du oui ou du non forcément déterminant. »
Franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Raconte-nous un peu de quoi ça parle, le pitch. Alors, Respire profondément, c'est mon dernier long métrage qui est terminé depuis... C'est pareil que le pitch ou il y a une différence? C'est-à-dire que l'histoire, c'est ça, hein, c'est une femme qui arrive à ses 60 ans et qui se rend compte qu'il y a des choses en elle qui ont été enfouies, qu'elle n'a pas voulu exhumer de sa jeunesse, mais qu'elle a intégré, qu'elle a ingéré. Et cette femme, à l'occasion d'un cours de yoga, ce qui arrive beaucoup aux femmes seniors, elle se rend compte qu'il y a des souvenirs qui remontent. Et les souvenirs parlent... Juste pour un cours de yoga. Pendant le cours. Oui. Donc, en fait, le film en lui-même, c'est une sorte de cours de yoga qui distille des étapes. C'est comme des postures, en fait. Je suis professeure de yoga à la base et j'avais envie d'apporter une forme de narration qui soit méditative, qui soit profonde, qui parle de l'intérieur, qui parle des sentiments, qui parle des émotions, avec beaucoup, beaucoup de tendresse et beaucoup, beaucoup de délicatesse. Parce qu'on parle de féminité, on parle d'intimité, on parle d'un avortement, on parle de choses non dites et on parle aussi d'une autre histoire et de notre mémoire en tant qu'Afro-Caribéens qui avons subi des traumatismes depuis des générations. Et en fait, c'est une manière très personnelle, je l'avoue, de dire que peut-être... quand on voit quelqu'un, on regarde une femme, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que l'esthétique. Moi qui ai été mannequin pendant plusieurs années, on souffre beaucoup de cette enveloppe extérieure qui peut être parfois un fardeau. Mais en nous, il y a des trésors, en nous, il y a des souffrances, en nous, il y a une vérité et que quelquefois, il y a des manières de le dire, et il y a des manières de le penser et puis il y a des choses à révéler aussi en tant que femme et en tant qu'être humain, tout simplement. Moi, ça m'a touchée parce que je sais qu'actuellement, beaucoup de personnes, malheureusement, se concentrent sur l'extérieur, alors qu'à la base, en fait, ça devait être le contraire. Nous devions nous concentrer sur notre intérieur et de laisser jaillir l'intérieur à travers l'extérieur. Bon, je ne vais pas en dire plus. On va regarder votre trailer sur Respire profondément. Marie a dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Marie a dit qu'il en soit ainsi. Le Christ a dit, tout est accompli. Et moi, que dis-je? Alors, qui est cette femme? Moi, c'est la première question que je vais vous poser. Qui est cette femme? Alors, c'est une figure mythique et mystique dans les contes et légendes antillais et guadeloupéens, puisque je suis guadeloupéenne. Et en fait, j'ai utilisé les figures féminines des contes et légendes, donc Soukounian. Donc là, on a vu Soukounian. Soukounian qui veut dire? Soukounian, c'est une espèce de sorcière, quoi. Et comme dans notre culture, les figures féminines, surtout dans l'imaginaire, sont assez négativées, en fait. On voit la Soukounian comme un être maléfique. Elle sort la nuit, elle enlève sa peau et si jamais le jour l'attrape, eh bien, elle va mourir brûlée, comme brûlée en enfer. Donc, c'est un peu ce que je symbolise, tout en disant des vérités profondes qui peut-être nous feront voir et regarder ces femmes autrement. Et cette femme différemment. C'est de la même manière, je représente la diablesse. Et puis, il y a une grand-mère, il y a une aïeule, il y a une esclave. Enfin, tous ces éléments qui constituent notre imaginaire. Et en fait, j'ai envie de dire que
dans l'imaginaire qui est construit depuis l'enfance, depuis l'âge de 6 ans. Cette petite fille qui évolue et qu'on voit à différents âges de sa vie. Donc, elle a 6 ans, elle a 13 ans, elle a 12 ans, elle a 20 ans, elle a 33 ans, elle a 40 ans. Puis elle a 60 ans. C'est toute une vie qui se déroule et qui est comparée à ces images précises qu'on a dans notre univers. Et on a envie de raconter nos identités, notre réalité. Est-ce que c'est vous qui écrivez les scénarios? J'ai écrit, oui. Sur alors, les 4, non. Le premier, Street Sad Before Then, c'est aussi un conte philosophique, mais j'ai tenté de mettre en œuvre une narration pour mettre en scène des amis qui étaient dans mon cours de théâtre à l'époque. Et en fait, c'est une adaptation d'une pièce de Luc Saint-Éloi qui s'appelle Trottoir Chagrin. Et là, c'est une prostituée qui va dévoiler autre chose que justement ce monde de la prostitution, et on la voit évoluer dans Paris et à la recherche de son frère qui est assassiné dès le début du film. Et l'idée, c'est de montrer à nouveau des facettes de la ville de Paris qu'on n'imagine pas. J'ai tourné ça en 2019-2020 et c'était à l'époque où il y avait la crise migratoire très marquée. Et donc j'avais envie de montrer cette misère qu'on avait à nos portes, à nos fenêtres, et en même temps marquer de la poésie. Donc il y a ma poésie, il y a mes textes, il y a tout ça, mais je fais un travail de mise en scène avec une dizaine de comédiens. Alors, vos films, ils sont diffusés où? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de diffusion. Oui. Je n'ai pas voulu diffuser les films parce que c'était des travaux qui étaient réalisés dans le cadre d'une école. D'accord. Street Sad Before Then a été primé meilleur film. Oui. Dans le cadre des travaux de fin d'études, et le festival en 2022, en avril 2022. En avril 2022, c'est ça. Et donc, le festival, le CIF, le Cinestar Film International Film Festival de la Guadeloupe, l'a programmé. Et il a été diffusé en Guadeloupe à ce moment-là. Et puis, il y a aussi un festival qui s'appelle l'Afrique fait son cinéma à Paris, qui l'a aussi programmé. Et les deux autres, eh bien, écoutez, ils sont dans le tiroir parce que je suis pas pressée. Alors, parce que moi, j'ai hâte qu'on m'invite au cinéma pour regarder ce film. Je pense que ça va venir rapidement. La priorité est donnée à Street Respire profondément, qui est le dernier. Et en fait, je fais le chemin à l'envers maintenant. Je voudrais d'abord que Respire profondément sorte en salle, puis en festival. Il a été sélectionné aussi au Festival panafricain de Cannes en octobre 2024. Mais pour l'instant, il faut absolument qu'il puisse rencontrer son public en salle et en festival. Et j'espère vraiment qu'il sera sélectionné dans les différents endroits. Je croise les doigts. Je l'ai proposé et qu'il y ait un diffuseur national et international qui l'achète. Je propose une nouvelle façon de narrer, de parler de nous. Donc voilà, mais il n'y a pas que des Africains et des Caribéens. J'ai tourné à moitié en Guadeloupe et à moitié à Paris. Donc j'ai une dizaine d'acteurs tout frais sortis du cours Florent qui sont excellents, qui jouent les rôles principaux, puisque c'est vraiment un film choral. Et puis aussi une dizaine d'acteurs qui viennent de la Guadeloupe, en Guadeloupe, où j'ai tourné, avec une petite de 6 ans notamment, qui est géniale, qui s'appelle Oriane Samsambo. Oui. Elle a vraiment de l'avenir et du talent. D'accord. Avant de vous laisser partir, Astrid, c'est quoi les projets? Les projets dans la réalisation, y en a-t-il? Oui. Je suis en ce moment en train de travailler sur une comédie musicale parce que je suis très musique, je suis très, très branchée théâtre musical, mais aussi tout ce qui est opéra et tout ça. Donc, j'en dis pas plus, mais je travaille d'arrache-pied sur un spectacle musical. Ouais.
hâte de découvrir ça. Alors, merci. Votre pause découverte, c'est terminé. Astrid, je vous dis merci beaucoup de votre présence. Et on se donne rendez-vous peut-être dans un cinéma pour regarder Respire profondément. Merci. Alors, Pierre, vite fait, nous allons parler du 3e mois de la 3e saison, si je ne me trompe pas. Oui. Canticat. Oui. Ça s'appelle comme ça. Oui. Durant ce mois-là, qui est le 11e mois de l'année, donc vu que l'Égyptien il avait recueilli le blé, c'est là qu'il payait les impôts. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, quand vous regardez, c'est au 11e mois aussi qu'on paye les impôts. Généralement, c'est au mois de novembre. Donc même ça, ils l'ont piqué à l'Égypte. D'accord. C'est-à-dire, une fois que vous avez récolté, le 11e mois, vous payez les impôts. Voilà, ça vient de là. Et le 4e mois, qui s'appelle Apé. Oui, c'est le dernier mois de l'année. C'est ce mois-là qu'on commence à préparer le nouvel an. Y a-t-il un mot dans les langues africaines qu'on peut trouver le mot Apé, c'est le mot qui signifie en tête aussi. En tête. Et ça signifie aussi les chiffres. D'accord. On trouve ça dans les langues parlées au Bénin. Les Mina ou Fongbe. Oui. Alors, parlons des 5 jours épagomènes. Le temps passe vite. Moi, je suis un peu frustrée parce que je vais rester sur ma faim. Durant ces 5 jours, c'est un peu l'équivalence de ce qui se passe dans la dernière semaine entre Noël et Jour de l'An ici. Donc, ça veut dire les gens font des fêtes. Si j'ai bien compris, les 5 jours épagomènes sont des jours qui sont aussi importants que les autres jours. Tout à fait. Oui. C'est pendant 5 jours, on va faire la fête. Et donc, chaque jour sera consacré à je dirais pas une divinité, mais ce qu'il faut savoir, parce que là aussi, c'est que nous, il n'y a pas des divinités. C'est des manifestations de la divinité. Donc, l'Égypte n'était pas polythéiste, il y avait le un et le multiple. Comme dans l'islam, je donne souvent cet exemple, les musulmans, ils ont un Dieu, Allah. Mais ils ont un seul Dieu. Peu importe qu'ils soient chiites ou sunnites, ils ont Allah, et Allah a 99 noms. Mais il n'y a pas 99 dieux, 99 noms. Le reste, si on ajoute, c'est du shirk. Ça existait déjà en Égypte. Amon, on dit Acharenu, c'est-à-dire il a plusieurs noms. Mais il est Amon, Amana signifie ce qui est caché. On ne le voit pas. Mais on va l'expliquer, ces différentes manifestations. Et donc en Égypte, pendant les 5 jours, c'est les différentes manifestations. Donc on va dire on fait la fête consacrée aux divinités, mais c'est un contresens, quoi. Et donc le premier jour, c'est Osiris, Assa ou Wassa, qui signifie éparpillé, dispersé. Dans les langues du Sénégal, on retrouve ça. On dit Wassare. Oui. Wassare, c'est dispersé. Oui. Pourquoi? Parce que Osiris, son corps a été découpé en plusieurs morceaux et dispersé. Voilà, tout simplement. Donc, le premier jour, ça va être lui. Mais en même temps, ce nom-là a une autre signification. Parce que As, Was, c'est beaucoup, plusieurs. Ara, dans Tchadik, c'est les yeux. Donc, celui qui a plusieurs yeux. D'où les rayons du soleil. Parce que Osiris va symboliser aussi le soleil. Ensuite, on a Ar, Or, qui signifie ce qui est haut. Donc, c'est Horus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce Horus-là qu'on va qualifier d'Horus l'Ancien. D'accord. Voilà. D'accord. Horus l'Ancien qui représente quoi dans les divinités C'est bien avant. Là, ça nous amène à aller reprendre toute la cosmogonie des Héliopolis pour savoir que Osiris et Isis, dans le ventre de Nout, leur mère, ils ont eu des relations sexuelles. Et donc, il y a eu un enfant qui est né de cette relation. C'est lui, Horus l'Ancien. D'accord. Voilà. Et le 3e jour est consacré à Séti, Sout. C'est 7. Souté. Oui, il y a plusieurs variations, parce qu'il y a sous des tablettes, on a retrouvé Souti ou Sat. Comment on appelle 7 dans les langues africaines, par exemple? C'est Sout. Sout. Oui, c'est un mot qu'on retrouve en Wolof. Ça signifie plus grand que, plus fort que. Plus grand. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est lui le plus fort. Donc, c'est lui qui va aider à vaincre Apophis. Parce qu'il est plus fort que Osiris. Il a plus de force. Il est plus costaud. Et donc, lui, c'est le 3e jour. Ce jour-là était considéré comme néfaste, puisque son nom, en même temps, en copte, signifie le vent. C'est pour ça que les Grecs l'appelaient typhon. Mais si donc, j'ai bien compris, quand il y a une tempête, ça balaie tout, quoi. Si j'ai bien compris, dans les religions dites révélées, abrahamiques, 7, ça représente le diable. Oui, ils l'ont fait à partir de là, mais chez nous, c'est pas le diable. D'accord. Parce que ça n'existe pas. OK.
Puisque 7 est utile. C'est le mal utile. Quand, par exemple, je corrige mon enfant, je lui fais du mal, mais c'est utile. Et ça va lui permettre de prendre conscience de la chose et d'avancer. Et c'est pour ça que 7 va aider à combattre l'ennemi de Ra. Tout à fait. C'est le mal utile. Oui. Ensuite, on a assis. Le mot signifie ce qui a vieilli, ce qui est abîmé, ce qui est usé. C'est, référence à la lune, puisque Osiris, c'est le soleil, Isis, c'est la lune. Ça explique pourquoi aussi c'est représenté avec une corne qui est, en fin de compte, croissant de lune. Mais le nom de Assi aussi existe en Wolof. Quelque chose qui est usé, il y a deux façons, il y a os ou ros. Os. Oui. Donc, le A devient O. En égyptien, en copte, on a ça, mais on l'a aussi en Wolof. Donc, quand on parle de son nom africain, c'est Assi. Oui. Parce que moi, j'entends les Asset, Aïcha, Aïchetou, on m'a dit... Non, c'est parce que les gens, ils essaient de rapprocher par rapport à l'arabe, par rapport à Aïcha, mais ça n'a rien à voir. D'accord, ça n'a rien à voir, c'est Assi. C'est Assi, oui. Parce que quand on dit « Orsa ici », c'est Assi, quoi. Et le mot signifie « vieillir ». Usé, on retrouve ça aussi en Wolof. Oui, os, comme tu l'as dit. Et le dernier jour, Nabat, ou Nabato aussi, parce qu'il y en a qui vont prononcer le O à la fin, ça signifie maîtresse de l'habitation. Donc c'est Nefti. Les Grecs vont appeler Nefti. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, l'ordre qui est donné ici, c'est donné par rapport au philosophe Plutarque. Donc c'est grâce à lui qu'on connaît l'ordre de naissance de ces divinités. Mais quand on prend des documents égyptiens, par exemple la stèle de bannissement qui se trouve au musée du Louvre, en fin de compte, c'est Isis qui est né le 5e jour. Ah d'accord, ce n'est pas Nephthys. Non, c'est Isis. Isis, oui. Moi, j'ai gardé l'ordre que tout le monde connaît par convention, mais en fin de compte, c'est Isis. Et quand on va fêter le Nouvel An, en fin de compte, c'est en l'honneur d'Isis. Ça explique pourquoi dans les textes, on dit que le Nouvel An représente Isis. Et il y a une cérémonie à la fin, c'est ce jour-là qu'on va faire une cérémonie qui consiste à enjamber le feu, traverser par-dessus le feu, pour marquer le fait qu'on passe à une autre année. Et on retrouve ça, ils appellent ça Dabshid en Somalie. Dabshid. Oui. Et ça, c'est le 24 au solstice d'été, le 24 juin. On retrouve ça aussi, la fête des lampes, fête des lumières ici, ou alors le feu de la Saint-Jean. Donc c'est quelque chose qu'ils ont pris chez nous. C'est un lien, ok, parce que oui, j'ai participé longtemps à la fête des Lumières ici en France. Alors, c'est dommage. Je suis restée sur ma faim, puisque aussi, nous devrions aussi aborder ce livre qui s'intitule La véritable Bible de Moïse. Mais bon, ce n'est que partie remise. Alors, Pierre Nilon, quelqu'un qui voudrait se procurer le calendrier africain, ou kémite, ou bien ce livre, ou bien vos œuvres, comment on peut sur ma page Facebook, tout simplement. Pierre Nilon. Pierre Nilon, oui. D'accord. J'ai une page Facebook, une chaîne YouTube. On tape mon nom et puis on peut prendre contact avec moi. D'accord. Je suis accessible. D'accord. Et j'ai une tradition ici. Avant de laisser mon invité, il faut toujours qu'il me dise qu'est-ce qu'il marque actuellement dans l'actualité du monde. C'est quoi votre ressenti par rapport dans l'actualité actuelle du monde? Mon ressenti? Bon, le monde va mal, ça c'est clair. Mais dans tout ça, moi je ne suis pas étonné parce que c'est la fin d'un cycle. Il y a une ère nouvelle. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir les pays africains sortir de la zone franc CFA, parce qu'on ne peut pas être autonome si on dépend d'une autre puissance pour sa monnaie. On est comme un enfant qui reçoit de l'argent de poche de ses parents. Et donc, voir ce qui se passe au Niger, au Burkina, au Mali, pour moi, il faut que ça s'étende à toute l'Afrique. Donc, c'est ça qui me fait plaisir. D'accord. Et j'aimerais bien quand même... que vous nous développiez un peu sur la fin de ce cycle-là. Vous parlez de l'ère du Verseau, l'ère du Poisson, c'est ça, vous faites allusion? Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'ère, ça va chercher beaucoup trop loin. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on va prendre ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Et en fin de compte, ce qu'il y a, on va retenir, c'est environ sur 26 000 ans. Donc, pour déterminer une ère, on va diviser par 12. Donc, ça va faire 2160 environ de tête. Mais, en fin de compte, on a retenu 12 par convention. Et paraît-il qu'il n'y a pas que 12 constellations. Il y en aurait 13. À un certain moment, oui, on parlait de Serpentin, le signe du Serpentin qu'on a enlevé et que certains veulent remettre.
Et donc, ce qui veut dire qu'une ère durait environ un peu plus de 2000 ans. Voilà. Et donc, tout dépend, est-ce qu'on va retenir 12 ou 13? Bon, bah écoute, on va rester sur ça et puis on vous donne certainement rendez-vous pour une prochaine fois. Avec peut-être plaisir. Sur ce livre ou bien sur une nouvelle sortie de livre, peut-être? Oui, actuellement, je travaille sur un livre qui comporte déjà plus de 1250 pages. Donc, ça sera en plusieurs tomes. Et le sujet, on peut savoir ou bien c'est le top sujet, secret? c'est notre histoire, depuis les origines, le plus loin possible qu'on puisse remonter avec les données scientifiques. D'accord. Voilà. Je suis sûre que ça va être intéressant. Oui. Alors, Rencontre littéraire, un homme, son œuvre, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre invité. Et je rappelle que nous avons reçu sur le plateau M. Pierre Nilon, qui est écrivain, théologien, historien, chercheur, et aussi Mme Astrid Sivsanger, qui est actrice, productrice et réalisatrice. Rendez-vous dans 15 jours.